Bonjour, merci de l'invitation et je suis désolée d'être arrivée en retard parce que c'est à cause de moi qu'on a démarré un peu plus tard. Et nous étions pas concertés, mais moi et puis on m'avait pas posé une commande particulière à part la loi de 2019. Mais en fait, moi je vais repartir aussi de 86, comme quoi. Et pour une raison simple, c'est que pour comprendre cette loi de 2019, en fait, il faut un peu comprendre la structure des infractions qui ont été créées et de la procédure également qui a été développée par cette loi. Et pour ça, il faut que je revienne un peu à comment ça a dérivé. Alors, pour comprendre aussi comment cela dérive, je vais partir d'abord de ce qu'est une infraction, parce que je pense, et de ce qu'est le pénal en général, parce que je pense que c'est un peu flou pour les non-juristes. En fait, le pénal, c'est le répressif, c'est-à-dire les infractions. C'est dès lors qu'on a un comportement qui est puni par une peine pénale, alors que tout ce qui est avant en préventif, normalement, ça relève du droit administratif. Donc on a droit administratif préventif et droit pénal répressif. Et dans l'infraction, on a ce qu'on appelle deux choses, l'incrimination d'un côté, la peine de l'autre. L'incrimination, c'est la notion de ce qui est interdit. Et c'est normal, il faut qu'on définisse un peu ce qui est interdit pour savoir ce qui est puni derrière. Et dans l'incrimination, il y a aussi, vous voyez, je rentre dans le détail, mais je pense que c'est important de le comprendre. Il y a deux éléments. C'est l'élément matériel qui est le comportement qui est interdit, et ensuite l'élément moral qui est la faute. La définition du type de faute, ça peut être intentionnel, non intentionnel, mais c'est une faute. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que cette structure-là fait que on a de plus en plus, et depuis notamment les 86, depuis les lois terroristes, effectivement, on a de plus en plus une déconnexion entre ce qu'est normalement une infraction, c'est-à-dire je ne parle pas des contraventions parce que les contraventions c'est spécifique, ça relève plutôt de la régulation sociale ou simplement pour conduire, ça c'est autre chose. Mais je parle des grandes infractions, les délits, les crimes, qui incarnent d'ailleurs les valeurs d'une société. Eh bien, qu'est-ce qui est en jeu? C'est le fait que le comportement inclut un résultat qui soit préjudiciable. C'est logique quand même. Dans un meurtre, par exemple, le résultat préjudiciable c'est la mort. Dans le vol, c'est le fait qu'on ait soustrait de la chose d'autrui, frauduleusement. Vous voyez, à chaque fois, il y a ça, cet élément de résultat. Alors, il existe des infractions qui sont un petit peu avant, et puis même pour ces infractions qui incluent le résultat, on va punir légèrement avant, c'est la tentative. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer d'intervenir avant quand même. Mais c'est juste avant, et des éléments de fait qui permettent à la fois dans le type de fait commis et dans l'intention qui est à l'œuvre dans l'acte, qui ne permettent pas de doute par rapport au lien au résultat. Est-ce que vous comprenez? Il y a le résultat et juste avant, on va punir juste avant. Eh bien, ce qui va être déconnecté, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus loin dans le but, avec le chiffon rouge du terrorisme, en disant « Ah ben l'administratif ne suffit pas, finalement, il faut punir beaucoup plus tôt. Il faut arriver à de la prévention. » Et donc, ça va être ce que certains pénalistes vont appeler des infractions de prévention, vous voyez, ce qui est vraiment antagoniste, normalement, puisque la prévention, c'est l'administratif. Et donc, on va arriver à se déconnecter et à remonter de plus en plus loin dans le temps. Mais plus on remonte dans le temps, c'est ce qu'on appelle normalement les actes préparatoires. C'est-à-dire les actes qui sont trop flous, qui sont trop indistincts pour qu'on puisse réellement les rattacher à la tentative, c'est-à-dire à un moment très proche du résultat, et avec des actes dont on sait pertinemment qu'ils ne peuvent aboutir qu'au résultat s'il n'y avait pas eu une interruption quelconque par la police, par je ne sais quoi. Voilà. Et donc là, on va avoir une déconnexion et on va remonter de plus en plus loin. Donc si on remonte dans le temps, c'est ce qu'on va appeler des infractions obstacles pour nous, parce qu'elles sont déconnectées d'un quelconque résultat, et que de ce fait, s'il y a un résultat, là on a une autre infraction, ça peut être un meurtre à visée terroriste. Les attentats, ce sont des meurtres à visée terroriste, vous voyez, c'est une circonstance aggravante. Mais là on va être déconnecté, on va déboucher sur des infractions comme, bien sûr, l'association de malfaiteurs à visée terroriste, mais aussi, encore plus loin, simplement l'entreprise individuelle de terrorisme. Vous voyez, l'entreprise individuelle. Bon, alors là, le Conseil constitutionnel en 2017 a censuré une entrée
de cette infraction en disant là on ne sait pas trop ce que c'est quand même, c'est vraiment qu'un acte préparatoire, c'est lorsque on a la recherche d'une substance de nature à créer un danger pour autrui. Alors c'est bien, il a censuré ça, mais moi je comprends pas qu'il ait laissé d'autres entrées, comme par exemple la détention d'une substance de nature à créer un danger pour autrui. Je vous donne un exemple tout bête. Chez moi, je vais vous livrer un secret. J'ai de l'acide chlorhydrique pour mes toilettes. C'est très trivial. Mais cette substance est de nature à causer un danger pour autrui et peut être utilisée pour fabriquer certaines armes, bon. Et donc, du coup, rechercher, ça lui a paru un peu trop léger pour qu'on puisse dire que quand même, si on recherche de l'acide chlorhydrique, alors c'est qu'on veut faire du terrorisme, c'est quand même un peu trop lointain. Mais en détenir, c'est pas trop lointain. Donc là, moi, je comprends pas très bien sa logique, parce que moi, il me semble que c'est vraiment déconnecté du résultat final. Voyez ? Et donc c'est ce danger-là qu'il y a et qui va être introduit ensuite sur justement sur le droit commun, on dira, parce que le terrorisme a été présenté depuis 86, c'est du droit dérogatoire. Alors c'est pour ça qu'on va mettre des cours d'assises spéciales, effectivement, mais c'est de plus en plus dérogatoire d'ailleurs, avec des... Bon, passons. Mais il faut bien comprendre que dès lors qu'on déconnecte du résultat, on peut toucher de plus en plus de gens et dans des contextes qui ne sont pas forcément compréhensibles. On va toucher des gens qui devraient être plutôt surveillés en administratif que dans le répressif, parce que là, c'est de la punition. Et on va toucher maintenant, ça contamine, le terrorisme va contaminer le droit commun. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant que cette loi de 2010, dont on vous a parlé là, c'est pas étonnant qu'elle ait ciblé et les supporters de foot, et le terroriste, et, vous voyez, un certain nombre de choses. Il y a la loi, donc, du 2 mars 2010. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer également des infractions obstacles, les mêmes, vous voyez, quand on remonte très très loin dans le temps et qu'on est déconnecté d'un résultat, eh bien, c'est par exemple le fait de l'intrusion non légitime dans un établissement scolaire. On va l'utiliser contre des étudiants qui viennent parler aux lycéens, par exemple, récemment. Ou bien, ça va être la participation volontaire à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Même loi. Pourquoi c'est important? À l'époque, c'était « mais regardez ces bandes de jeunes ». Donc là, c'est un nouveau chiffon rouge, les bandes de jeunes, comme si ça n'avait jamais existé, que c'était tout nouveau, que ça venait de sortir. Bon. Eh bien non, ça c'est les sociologues qui nous l'apprennent aussi, que c'est pas vrai, mais même si on remonte dans les annales judiciaires. Mais en plus de cela, c'est cette infraction, il faut jamais oublier que quand on vous dit c'est pour tel but, et rassurez-vous, ce n'est que dans ce but-là, ce n'est pas vrai. Une infraction, elle existe, on va l'utiliser. C'est cette infraction-là qui a été largement utilisée contre les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que groupement, une manifestation, c'est un groupement. Participation volontaire, oui, vous êtes volontaire pour participer à une manifestation. Vous le revendiquez même. Bon, donc, participation volontaire à un groupement, même temporaire, peu importe. En vue de commettre, et c'est ça qui est plus compliqué, c'est en vue de commettre. Alors là, c'est là le côté un peu paradoxal, c'est que on a affaire à une infraction qui ne va pas permettre de punir énormément de manifestants, parce que sinon on porte directement atteinte à la liberté constitutionnelle et conventionnelle de manifester. Mais ça va permettre quoi? Eh bien, de placer en garde à vue. Et là, c'est l'utilisation dévoyée de la procédure pénale, puisque la procédure pénale, elle est censée encadrer les pouvoirs de l'État, parce que dans une démocratie, l'État ne doit pas avoir tous les droits et ne doit pas user des pouvoirs de police de façon arbitraire. Ça doit être encadré pour que justement la police sache dans quel cadre elle doit intervenir. Mais à partir du moment où on a une infraction qui est complètement déconnectée du résultat, eh bien, cela donne quoi? La police peut placer en garde à vue puisqu'il suffit d'avoir des soupçons, des raisons de penser que la personne peut avoir voulu participer. Enfin, vous voyez, on parle dans du délire parce qu'on est non seulement très très en amont d'un quelconque résultat, mais on est même dans la tête des gens, puisqu'on sait que oui, ils avaient en fait, quand ils ont voulu manifester, ils avaient en vue d'eux. Et évidemment, pour punir réellement, je veux dire pour avoir une condamnation, il va falloir avoir un élément tangible pour démontrer que vous aviez quand même cette intention. C'est pour ça qu'en fait, on a des poursuites dans certains cas, mais
la plupart du temps, on n'en a même pas. Et regardez l'instruction de Rémi Hetz, le procureur de la République, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dit, c'est dénoncé par notamment mon syndicat, le syndicat des avocats de France, qui dit, et le syndicat de la magistrature aussi, qui disent, mais comment se fait-il que cette instruction dise qu'il faut garder les gilets jaunes en garde à vue le temps que la manif soit passée? Puis, alors ça veut dire que la garde à vue, qui est une mesure exceptionnelle privative de liberté, elle devient une modalité de gestion. Mais ça ne va pas. C'est l'utilisation du pénal dans des conditions qui non seulement ne concernent pas le pénal, mais en plus de ça sont dangereuses. Quand même, 1789, c'est contre la Bastille, contre les privations de liberté arbitraire. Alors, quand même. Alors, je crois que je dépasse un peu mon temps, donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc cette idée, eh bien, la loi de 2019 va non seulement enfoncer le clou, mais va également permettre de nouvelles règles procédurales. C'est-à-dire qu'on avait déjà le rappel à la loi par le procureur, pas de poursuite. Rappel à la loi, c'est juste, je vous rappelle que c'est pas bien et que c'est une infraction donc attention si vous la commettez. Donc en clair, c'est pas une déclaration de culpabilité, c'est juste un rappel. Sauf que la loi de 2019 va permettre aussi au procureur de prendre des interdictions de séjour. Donc vous allez avoir rappel à la loi avec interdiction de séjour à Paris pour ceux qui sont venus manifester. Formidable. Ça veut dire que c'est pas une peine, puisque nous n'avons pas de déclaration de culpabilité, mais les gens le vivent comme ça. Et en plus de ça, nous avons la question de derrière. Si vous ne respectez pas ce que je vous dis là, moi, attention, je peux toujours poursuivre. Attention, vous voyez, il y a aussi le bâton derrière. Autre possibilité qui a été donnée par cette loi du 10 avril 2019, c'est la possibilité, vous savez que quand il y a ordre de dispersion qui est donné par la police, et j'ai pas le temps d'expliquer le cadre juridique, mais quand il y a un ordre de dispersion, si vous ne vous dispersez pas dans un temps raisonnable, alors vous commettez une infraction. Là, vous êtes effectivement en délit de ne pas avoir obéi et donc de participer à une manifestation malgré un ordre de dispersion. Eh bien, ça, c'est une infraction que la Cour de cassation a dit être politique, ce qui est normal. Mais, eh bien, très fort, la comparution immédiate, c'est une modalité qui n'est pas possible pour les infractions politiques. Mais la loi 2019 a permis que pour cette infraction-là, politique, donc, on puisse utiliser la comparution immédiate. On frappe fort, tout de suite. Voilà. Parce que c'est ça le but de la comparution immédiate. Et donc, cette loi aussi a permis de faire la dissimulation du visage en manifestation est devenue un délit passible d'1 an d'emprisonnement. Alors là aussi, dévoiement de la procédure pénale. Pourquoi ? Dans le même temps que c'est un délit, on n'a pas supprimé la contravention. Extraordinaire, non? Vous avez une contravention de dissimulation du visage en manifestation et un délit, qui est quand même une infraction plus grave, mais on n'a encore jamais vu ça. 2 types de nature d'infraction pour un même fait. Pourquoi? Parce que ça donne la possibilité aux policiers de choisir. Soit ils ont une contravention avec en plus ces possibilités d'amende forfaitaire, donc on verbalise, et amende forfaitaire. Ça, c'est la contravention. Soit on a un délit passible d'1 an d'emprisonnement, garde à vue, possibilité de poursuivre, puisque poursuivre la garde à vue, j'entends par là de renouveler, c'est-à-dire 24 heures si c'est passible d'emprisonnement, 48 heures si c'est passible d'1 an d'emprisonnement. C'est pas pour rien qu'on a mis 1 an. Alors même que quand même, c'est que de la dissimulation déconnectée de tout résultat, puisque les violences avec dissimulation, ça, c'est une circonstance aggravante, vol avec dissimulation, c'est une circonstance aggravante, etc. Donc, vous voyez, c'est déconnecté de tout résultat. Et donc, on a de plus en plus de lois qui donnent des pouvoirs étendus à la police de façon arbitraire, par le flou des infractions déconnectées d'un résultat, et par des moyens techniques de procédure pénale dévoyés là aussi. Une dernière tendance que je ne vais pas développer par manque de temps, mais attention, c'est, vous voyez que le pénal a mordu sur l'administratif, sur le préventif. Dernière tendance, l'administratif mord sur le pénal, c'est-à-dire des pouvoirs de plus en plus importants qui sont octroyés à l'administratif. Et prenez la loi SILT, les périmètres de protection, c'est ça.
Et ça a été utilisé contre des manifestations. C'est le préfet qui les décide, c'est la loi SILT. C'est le préfet qui décide et qui peut utiliser, donc, puisqu'on n'est pas en répressif, on peut utiliser des polices municipales et on peut utiliser des agents de sécurité privée. Et ça, je vous le dis, faites attention. Parce que le schéma directeur du maintien de l'ordre, qui est en préparation et qui est dans le plus grand secret, à mon avis, d'après le guide du livre blanc qui est sorti, on va faire appel au privé. Donc faisons attention, et je pense que vous allez aussi signaler pour le renseignement de masse, la surveillance de masse. Merci.